Chunk One. Mon séjour ici a été difficile, principalement parce que vous savez, ce qui était nouveau, c'était le jogging. C'était nouveau. Tom Waits était autrefois le roi de la musique américaine de fin de soirée, mais à 75 ans, il est devenu un fantôme. Depuis les années 1990, il se cache sur 40 acres dans le comté de Sonoma. Son propre fils a cessé de lui parler pendant 8 mois. L'alcool, les aventures, les bagarres de bar ont presque tout détruit. Maintenant, il quitte rarement sa forteresse, sauf pour les batailles judiciaires. Sa voix, autrefois légendaire, est abîmée par des décennies d'abus. L'homme qui chantait les personnes brisées en est devenu une lui-même. Et la vérité sur ce qu'il a vraiment brisé est plus sombre que ses chansons. Tom Waits est venu au monde le 7 décembre 1949, pesant 7 livres et 10 onces. C'était une journée froide à Pomona, en Californie. Officiellement, il est né à l'intérieur de l'hôpital Park Avenue. Mais au fil des ans, Tom a commencé à raconter une version beaucoup plus dramatique. Il a dit qu'il était né à l'arrière d'un taxi jaune, garé devant l'hôpital Murphy, et que ses parents avaient dû payer 1,85 $ au compteur. Que cela se soit réellement produit ou non, l'histoire correspondait parfaitement à l'homme qu'il allait devenir. Même sa naissance ressemblait déjà à une chanson. Ses parents, Jesse Frank Waits et Elma Fern Johnson, étaient tous deux professeurs d'école. Jesse était un professeur d'espagnol du Texas, avec des racines écossaises-irlandaises, et Alma venait de lignée norvégienne en Oregon. Au moment de la naissance de Tom, ils vivaient sur Pickering Avenue à Whittier. Leur maison était une maison de classe moyenne typique, remplie de livres et de routines d'église régulières. Mais rien chez Tom n'est jamais resté typique bien longtemps. En 1969, tout dans sa vie a changé. Il n'avait que 10 ans lorsque ses parents se sont séparés, et la blessure qu'elle a laissée ne s'est jamais complètement cicatrisée. Tom l'appellera plus tard un traumatisme. Son père, dont il se souvenait comme dur et distant et souvent ivre, a quitté la maison. Elma a fait ses valises avec Tom et ses 2 sœurs et a déménagé à Chula Vista, une banlieue plus calme près de San Diego. Soudain, Tom s'est retrouvé coincé entre 2 mondes différents. Il vivait dans la maison disciplinée et pratiquante de sa mère, mais rendait également visite à son père imprévisible, qui l'emmenait parfois de l'autre côté de la frontière à Tijuana. Cette division entre l'ordre et le chaos est devenue le terreau émotionnel où toute sa musique future allait grandir. La même année, alors qu'il n'avait que 10 ans, Tom a commencé à changer de manière plus choquante. Chunk 2. Il a commencé à fumer. Il a fait de l'autostop seul. Ce n'était pas seulement la rébellion adolescente qui arrivait tôt. C'était un rejet complet de l'enfance normale. Il s'est décrit plus tard comme un garçon qui chassait les méfaits malveillants. À l'école, il était victime d'intimidation et calme. Mais au lycée, sa voix avait déjà commencé à porter le gravier qui le rendrait célèbre, même si à l'époque, il essayait juste de ressembler à Ray Charles ou Bob Dylan et n'y parvenait pas tout à fait. À l'âge de 14 ans, en 1965, il a obtenu un emploi chez Napoleon Pizza House à National City. Il y a travaillé chaque semaine jusqu'à ses 19 ans. Les propriétaires, Joe Sardo et Sal Low, se souviennent de lui griffonnant des paroles et regardant tous ceux qui entraient-sortent le soir. Tom ne considérait pas cela comme un simple travail. C'était un endroit où il pouvait écouter. Il a recueilli des bribes de conversation, des histoires, des arguments, des blagues et des chagrins d'amour des gens autour de lui. Certaines de ces lignes finiraient dans des chansons comme « Shore Leave » et « The Ghosts of Saturday Night ». Il travaillait tard, parfois jusqu'à 4 heures du matin, puis allait à l'école sans dormir. Salou a dit un jour « Je savais qu'il était talentueux, mais je ne pensais pas qu'il serait si grand. » Mais Tom n'était pas seulement grand. Il devenait quelque chose d'étrange et de puissant. Pendant ces années, il a également passé du temps avec des parents à Gridley et Marysville. Un oncle avait une voix rauque et épaisse qui est restée gravée dans la mémoire de Tom. Il a admis plus tard que cela influençait sa façon de chanter. Sa vie musicale a commencé tôt.
À l'école élémentaire Jordan, il a appris le clairon et la guitare. Son père lui a appris à jouer du ukulélé. Il a commencé un groupe scolaire appelé The Systems, où ils ont essayé d'imiter Motown, même s'ils n'étaient que des enfants blancs de Californie. Il a également écouté Hank Williams et de la musique folklorique mexicaine provenant des vieux disques de son père. Il a rempli les murs de sa chambre avec les paroles de Dylan et s'est imprégné des sons de Roy Orbison, Ray Charles et Wilson Pickett. Ses voix si pleines d'émotion ont commencé à façonner la sienne. À 15 ans, quelque chose s'est produit qui l'a secoué au plus profond de lui-même. Il a vu Lightning Hopkins se produire en direct. L'homme avait des dents en or, une voix hantée, et quand il est allé dans les coulisses, il a passé un panneau qui disait « Interdit d'entrée ». Chankun 5-3. Cette pièce est réservée aux artistes. Tom a dit qu'il savait à ce moment-là qu'il devait en être un. Un autre moment est venu en 1962 lorsqu'il a regardé James Brown se produire à San Diego. Il a dit que c'était comme mettre un doigt dans une prise de courant. Il a comparé cela à la messe à la cathédrale Saint-Patrick à Noël. Ce n'étaient pas des concerts, c'étaient des réveils. À 18 ans, Tom a abandonné Hilltop High School à Chula Vista. L'école ne l'intéressait plus. Il vivait comme un homme adulte depuis des années, travaillant toute la nuit, regardant des gens étranges, écoutant leurs douleurs. Il s'est qualifié de rebelle, qui se rebellait même contre les autres rebelles. Alors que tout le monde autour de lui courait après les signes de paix et les fleurs, Tom est retourné en arrière vers les rues sombres des années 1950. Il a lu les écrivains Bede Kerouac, Ginsberg, Burroughs et a suivi leur poésie brisée au lieu du rêve hippie. En 1969, alors qu'il avait 20 ans, il a obtenu un emploi de portier au Heritage Coffee House à San Diego. Ce petit travail est devenu sa porte d'entrée dans le monde de la musique. Il a commencé à s'y produire, d'abord en reprenant Dylan et de vieilles ballades de camionneurs country comme Phantom 309. Puis il a sorti ses propres chansons. Les premières, comme Old 55 et I Hope That I Don't Fall in Love With You. Il apprenait sa voix devant des inconnus soir après soir, tout en aidant à gérer la porte. De plus grands noms ont commencé à le remarquer. Il a ouvert des spectacles pour Tim Buckley, Sonny Terry, Brownie McGhee et un ami nommé Jack Temchin. Le Heritage Coffee House est devenu sa salle de classe. Chaque nuit était une leçon de timing, de silence et de comment atteindre les gens à travers la musique. En 1971, tout a changé. À 21 ans, alors qu'il travaillait toujours au Heritage et jouait des scènes ouvertes au Troubadour à Los Angeles, il a été repéré par le manager Herb Cohen. Cohen avait travaillé avec Frank Zappa et il a fait signer Tom à Asylum Records en 1972. Mais ce que la plupart des gens ne savent pas, c'est que Tom avait déjà enregistré quelques pistes pour le label Bizarre de Zappa l'année précédente. Une fois signé, Tom a s'y emménagé au Tropicana Motel à West Hollywood. C'était une épave d'endroit connu pour les rockstars de fin de soirée et les rêves brisés. Il a choisi d'y vivre exprès. Il a dit au LA Times, « Vous devez presque créer des situations afin d'écrire à leur sujet. Donc, je vis dans un état constant de pauvreté auto-imposée. » Cette décision d'embrasser le côté sale de la vie a défini les prochaines années. Chunk 4. En 1973, il a sorti son premier album, Closing Time. Il s'est à peine vendu. Les critiques ne savaient pas quoi en penser. Il était fauché. Mais alors, quelque chose d'inattendu l'a sauvé. The Eagles ont entendu Old 55 et ont enregistré leur propre version pour leur album de 1975, On the Border. Leur version est devenue un énorme succès. Tom détestait ça. Il a dit que c'était antiseptique et qu'ils étaient aussi excitants que de regarder la peinture sécher. Mais les royalties de cette seule reprise lui ont donné l'argent dont il avait besoin pour survivre. Des années plus tard, Glenn Frey a dit que Tom n'aimait pas notre version. Et puis, il a reçu le chèque. Depuis lors, nous sommes très proches. Pendant ce temps, Tom ne prétendait pas être un artiste en difficulté. Il en était un. Il buvait beaucoup. Il fumait constamment.
Il a donné des spectacles complètement ivre avec une cigarette collée à sa lèvre et un nuage de fumée autour de lui. Il se produisait à travers le brouillard. Lors d'un concert à Londres, il s'est fait expulser du club Ronnie Scott's après seulement 3 nuits à cause de son comportement. Sa chambre au Tropicana était un gâchis, des costumes de friperie, des plats empilés, non rasés depuis des jours. Il a admis plus tard qu'il était étalé aux os A et qu'il était devenu sobre, mais ces années l'ont presque détruit. En 1974, il a sorti The Heart of Saturday Night. C'était plus réfléchi, une carte musicale de la vie nocturne américaine. Les critiques ont prêté plus d'attention cette fois-ci, mais les ventes étaient toujours horribles. Il gagnait si peu d'argent qu'il ne pouvait même pas se permettre de garder son trio. Il a dû faire une tournée seul. Un critique a qualifié ses chansons d'affection de Toddy. Un autre a dit que ses paroles étaient vagues et ses mélodies mélancoliques. Chunk 5. Même Tom a dit plus tard que l'album était mal formé et a admis qu'il essayait juste. Sans l'argent de la reprise des Eagles, il aurait pu arrêter complètement la musique. Mais le pire est arrivé en 1975. Cette année-là, Tom a accepté de faire une tournée en première partie de Frank Zappa. Ce qui s'est passé pendant cette tournée a été un cauchemar. Chaque soir, les fans de Zappa lui lançaient des ordures, des légumes, des fruits, même des ordures. Zappa a dû monter sur scène juste pour le protéger. Lors d'un spectacle, même les propres parents de Tom se sont joints au chaos et lui ont lancé de la laitue. En Ontario, à Païque, à Manhattan, c'était la même histoire. Oué, insultes, nourriture volante. C'était humiliant. Mais Tom a continué. Il a bu davantage pour faire face. Et étrangement, l'industrie l'a respecté pour y avoir survécu. Cette horrible tournée a bâti sa réputation. Il n'était plus seulement un autre auteur-compositeur-interprète en difficulté. Il était le gars qui pouvait gérer n'importe quoi. Au cours de l'été 1976, Tom Waits est entré dans le studio 3 de Wally Heider à Hollywood et a commencé à enregistrer quelque chose qui allait tout changer. Les sessions se sont déroulées du 15 au 29 juillet et, au moment où Small Change est sorti le 21 septembre, il est devenu son premier véritable succès. L'album a atteint la 89e place du Billboard Top 100, une première pour lui. Ce n'étaient pas seulement les ventes qui étaient différentes, bien qu'il se soit vendu plus que tous ses disques passés combinés. C'était la façon dont le monde s'est finalement arrêté et a écouté. Produit par Bone Show, la musique mettait en vedette des noms légendaires du jazz, comme Luti Bachan au sax ténor, Jim Ward à la basse et Shelly Manne à la batterie. Ce n'était plus le son folk tranquille de ses premières années, c'était théâtral. C'était plein de poésie meurtrie, de douleur et de crâne. Des chansons comme Tom Trobert's Blues et The Piano Has Been Drinking ont clairement montré qu'il était passé des ballades de bar à quelque chose de plus sombre. La même année, avec le succès de l'album derrière lui, il a formé son premier véritable groupe de tournée. Ils se sont appelés les Nocturnal Emissions. Chunk, c'est ça. Il y avait Frank Vicari au saxophone ténor, Fitzgerald Jenkins à la basse et Chip White à la batterie et au vibraphone. Ce qui a suivi, ce sont des voyages non-stop. Il était maintenant un homme en mouvement et la route deviendrait sa deuxième maison pour les 3 prochaines années. Le 27 mai 1977, quelque chose d'étrange et de chaotique s'est produit à l'extérieur du Duke's Tropicana Coffee Shop à West Hollywood. Tom Waits et son ami Chuck E. Weiss se sont retrouvés dans une situation dont ils ne pouvaient pas s'échapper. À l'intérieur du restaurant, ils avaient remarqué 3 simples adjoints du shérif dérangeant les clients. Et quand ils ont pris la parole, les choses ont dégénéré rapidement. Selon le rapport, ils ont dit des choses comme « Hey mec, j'ai ces mecs couverts » et ont défié les adjoints de se battre. Une fois à l'extérieur, les officiers les ont suivis et les ont attrapés lorsque Weiss a fait un mouvement rapide près de sa ceinture. Des armes ont été sorties. Waits et Weiss ont été menottés et accusés de s'être battus en public.
Waits a plaisanté plus tard en disant que les adjoints étaient vêtus d'ensemble Sears en velours côtelé, mais qu'ils portaient des armes. Son manager, Herb Cohen, a ajouté que les adjoints affirmaient qu'ils étaient arrêtés pour racolage homosexuel et ivresse et troubles à l'ordre public. Les clients de Dukes ont été tellement choqués qu'ils se sont plaints aux autorités et une enquête officielle a été lancée. Mais Waits, fidèle à lui-même, a continué. De la fin de 1976 à la fin de 1969, la route est devenue à la fois son champ de bataille et son fardeau. Il a tourné constamment, faisant d'abord 30 spectacles pour Small Change, puis 73 spectacles pour Foreign Affairs et plus tard 115 spectacles de plus pour Blue Valentine. Ces tournées l'ont emmené à travers l'Amérique, le Japon, l'Allemagne, la Finlande, la Belgique, les Pays-Bas, le Royaume-Uni et même l'Australie. Mais à chaque spectacle, il se défaisait. Il buvait beaucoup. Parfois, il perdait connaissance en pleine représentation et se réveillait dans des chambres d'hôtel où il ne se souvenait pas d'avoir enregistré. Ces spectacles ont commencé à mélanger la musique avec des actes de scène imprévisibles. À un moment donné, au cours d'un numéro faisant référence à des pastilles et à un string, il a fait monter une stripteaseuse sur scène. En 1977, il avait déjà fait une tournée au Japon, s'ouvrant à un tout nouveau public, mais l'alcool et les voyages sans fin creusaient des lignes profondes dans sa vie. Il a admis qu'au début, le style de vie était excitant. Puis, c'est devenu une routine. Puis, c'est devenu un piège. En 1978, quelque chose a changé en lui. Il a enregistré Blue Valentine, un album qui semblait plus sombre que tout ce qui l'avait précédé. Chunk, 7. Il explorait des histoires de vie brisées, de crimes et de solitude. Un titre se démarquait nettement. Christmas Card from a Hooker in Minneapolis n'était pas qu'une chanson. Elle était basée sur de vraies lettres que des fans lui avaient écrites. Dans celle-ci, une femme écrit à un vieil ami, mêlant vœux de vacances et chagrins, amendes judiciaires et mensonges. C'était brut. Romeo is Bleeding a suivi avec des sons latins et des échos de West Side Story. Le dernier morceau, 29, donnait une définition douloureuse au titre de l'album A Desperate Man Trying to Find Forgiveness. Les critiques l'ont qualifié de son premier véritable chef-d'œuvre. Ce n'était plus seulement de la musique. Il documentait les cris silencieux des personnes que la société avait oubliées. Plus tard, cette même année, il a rencontré quelqu'un qui allait tout changer. Elle s'appelait Kathleen Brennan. Ils se sont croisés pour la première fois lors d'une fête du Nouvel An en 1978, mais ce n'est qu'en 1980 qu'ils se sont reconnectés. À cette époque, Brennan travaillait comme analyste de scénario pour Francis Ford Coppola au studio Zoetrope. Stone est entrée dans le studio pendant que Waits enregistrait de la musique pour le film One from the Heart. Cette rencontre a allumé une étincelle. Ils n'ont pas perdu de temps. Ils se sont mariés le 10 août 1980. Au cours de cette même été, il terminait son album Heart Attack and Vine, enregistré entre le 16 juin et le 15 juillet. Il a même écrit Jersey Girl pour elle. Mais Brennan n'était pas qu'une muse. Elle est devenue la raison pour laquelle il a changé sa vie. Brennan n'a pas seulement vu l'artiste en lui, elle a aussi vu les dégâts. Waits buvait fort depuis le début, vivant l'image qu'il vendait sur scène. Brennan l'a poussé à voir la vérité. Il se tuait lentement. L'homme, que les gens considéraient comme brillant et sauvage, était en train de s'effondrer à huis clos. Elle l'a aidé à devenir sobre, même si cela a pris du temps. Chunk, 8. Il a dit plus tard qu'il avait l'impression d'être devenu un vieil homme au pire sens du terme. Bon Show, son producteur, a dit un jour que Brennan l'avait éloigné de tout le monde, mais cela l'a sauvé. Waits n'a pas touché à l'alcool depuis plus de 20 ans. C'est Brennan qui l'a aidé à sortir de la boîte dans laquelle il s'était enfermé. En 1983, quelque chose de remarquable s'est produit. Brennan avait commencé à lui montrer de la musique qu'il n'avait jamais entendue auparavant. Captain Beefheart, Harry Partch, Tango, Cabaret.
Soudain, Waits ne ressemblait plus à l'ancien Tom. Cette année-là, il a sorti Swordfish Trombones, un album étrange et sauvage qui a choqué tout le monde. Les saxophones avaient disparu. L'accordéon, le banjo, le basse marimba, les bidons et même un harmonium ont fait leur apparition. Il l'a enregistré en août 1982 au Sunset Sound à Hollywood. C'était la première fois qu'il produisait lui-même un album. Les critiques ne savaient pas quoi en penser au début. John Peel a dit que cela ressemblait à un orchestre de l'armée du salut perdu dans une discothèque de Hong Kong en ruine. Il n'a pas été très bien classé, seulement numéro 167, mais cela n'avait pas d'importance. NME l'a qualifié de deuxième meilleur album de l'année. Spin a dit plus tard que c'était le deuxième plus grand album jamais réalisé. 9 ans plus tard, en 1992, Tom Waits a gagné un procès de 2,6 millions de dollars contre Frito-Lay. Ils avaient diffusé une publicité pour Salsa Rio Doritos avec quelqu'un qui prétendait être lui, copiant sa voix si parfaitement que même les fans de longue date ont été dupés. Waits était furieux. Il avait toujours dit qu'il ne vendrait jamais sa voix pour des publicités. L'affaire a créé un précédent juridique, prouvant que voler la voix de quelqu'un pour des publicités n'était pas seulement contraire à l'éthique, c'était illégal. La même année, quelque chose d'encore plus puissant s'est produit. En 1992, il a arrêté de boire pour de bon. Il avait 43 ans. Il a rejoint les Alcooliques Anonymes et a dit aux autres qu'il essayait de résoudre toute la douleur de son passé. Il a déménagé dans le comté de Sonoma avec sa famille, à la recherche de la paix. La même année, il a enregistré l'un de ses albums les plus puissants à ce jour, Bone Machine. Il n'a pas été réalisé dans un studio sophistiqué, mais dans une salle de stockage avec un sol en ciment et un chauffe-eau. Et il a dit qu'il y avait un bon écho, et c'était tout ce dont il avait besoin. Chunk 9. Il utilisait des percussions étranges, des os, des bruits de frappe, des rythmes qui ressemblaient à des squelettes qui dansent et hissent. L'album était brut. La moitié des chansons ont été écrites avec Brennan. Keith Richards s'est même joint à lui pour ce feeling. Il a remporté le Grammy du meilleur album alternatif en 1993. Et Waits a demandé en plaisantant au réalisateur Jim Jarmusch. Alternatif à quoi? À ce stade, sa voix avait déjà commencé à s'user. Tous les grognements, les cris et la fumée avaient été faits taire des dégâts. En 1997, il est même allé voir le médecin de la gorge de Frank Sinatra à New York. Le médecin l'a averti d'arrêter ou de risquer de tout perdre. Waits rit et a dit « Vous voulez dire riche et puissant ». Mais la vérité était que sa voix lui faisait mal. Il a minimisé publiquement, mais il ne pouvait pas cacher la douleur pour toujours. La même année, il a joué un rôle dans le film Ironweed avec Jack Nicholson. Il a joué un sans-abri et cela ne ressemblait pas à jouer la comédie. Waits avait vécu cette vie. Il avait dormi sur des bancs, dans des entrées, dans des pièces dont personne ne se souvient. Jouer ce rôle lui a fait affronter de vieux souvenirs qui font encore mal. C'était si réel et le public pouvait le sentir. À travers tout cela, il n'a jamais cessé d'évoluer. De 1945 à 1992, il est entré dans une phase expérimentale étrange. Il a réalisé Rain Dogs en 1955, enregistrant 19 titres dans un sous-sol du Lower Manhattan. Rod Stewart a ensuite repris Downtown Train, le transformant en un succès grand public, au grand malaise de Waits. Il détestait être commercial. Il préférait frapper les portes avec des planches pour faire du son plutôt que d'utiliser des échantillons de studio. Il a dit un jour à son ingénieur qu'il n'aimait un son qu'après l'avoir chassé, tué, écorché et cuisiné. Cet album est devenu l'une de ses œuvres les plus louées. Il a introduit l'idée des chiens de pluie, des créatures qui perdent leur odeur sous la pluie, toutes comme les personnes dans ses chansons. Après 6 longues années de silence, Tom Waits est revenu en 1999 avec un album intitulé Mule Variations. Ce n'était pas n'importe quel retour. L'album est passé directement à la 30e place du Billboard 200 aux États-Unis.
Mais la vraie surprise est venue d'Europe. Chunk, 10. En Norvège, il a atteint la première place et il a fini par figurer dans les charts de 14 pays différents à travers le monde. Les gens du monde entier accordaient soudainement de l'attention à un homme qui avait toujours semblé être un étranger. Les critiques l'ont encensé. Les fans ne pouvaient plus s'arrêter d'écouter. L'album lui a valu un Grammy du meilleur album folk contemporain. Et la chanson Hold On a été nominée pour la meilleure performance vocale rock masculine. Plus de 500 000 exemplaires ont été vendus et, en 2010, il a été certifié platine en Europe. Ce qui l'a rendu encore plus puissant, c'est que pour la première fois depuis 1987, Tom est reparti en tournée. Cette tournée s'est étendue à travers l'Europe et l'Amérique du Nord durant l'été et l'automne 1999. C'est le moment où son statut a changé. Il n'était plus seulement un favori culte, il devenait quelque chose de beaucoup plus grand. Et il l'a fait sans se vendre. En 2000, quelque chose d'étrange s'est produit dans un restaurant impliquant un fan, mais personne ne connaît vraiment toute l'histoire. Ce qui est clair, c'est que pendant ce temps, Tom était plus déterminé que jamais à protéger son identité. Une décennie plus tôt, en 1990, il s'était attaqué à Frito-Lay et avait gagné. Ils avaient diffusé une publicité Radio Doritos en utilisant quelqu'un qui imitait de sa voix. Elle a été diffusée sur plus de 250 stations. Tom, qui avait toujours refusé de faire des publicités, était furieux. Il a appelé cela le sermon des chips de maïs. Le jury lui a donné raison. Ils ont accordé 500 000 $ de dommages et intérêts contre Fritol et 1 million de dollars de plus contre l'agence de publicité. Cette affaire a tout changé pour les artistes. C'était la première fois qu'un chanteur gagnait des dommages punitifs simplement pour s'être fait voler sa voix. Le refus de Tom d'être exploité est devenu légendaire. Même sans la machine à célébrité habituelle derrière lui, il a prouvé que sa voix était sacrée et que la loi devait respecter cela. Puis est venu Real Gone en 2004, un album étrange et brut qui ne ressemblait à rien de ce qu'il avait fait auparavant. Pour la première fois de sa carrière, il n'y avait pas de piano. Au lieu de cela, Tom a commencé à expérimenter avec le beatboxing et des sons bruts, dont certains provenaient de son fils, Casey. Les chansons mélangeaient des rythmes funk, latins, africains et même jamaïcains rocksteady. Ce n'était pas que de la musique. C'était une expérience folle. Chunk 11, un titre Day After Tomorrow, s'est démarqué pour une autre raison. Il critiquait discrètement la guerre d'Irak en utilisant la métaphore et l'émotion plutôt que la colère. Cette chanson est devenue une sorte de protestation, même si elle n'a jamais élevé la voix. L'ensemble de l'album était suffisamment audacieux pour être nommé le meilleur de 2004 par le magazine Harp. Sur des titres comme Don't Go Into That Barn, Tom a puisé dans l'histoire à partir d'un article du New York Times sur une prison d'esclaves du Kentucky, en utilisant de vraies citations transmises de génération en génération. Ce n'était pas que de la musique, c'était de la narration avec des cicatrices. 4 ans plus tard, en 2008, il a repris la route pour le Glitter and Doom Tour. C'était sa première grande tournée depuis 1999 et c'était tout sauf ordinaire. Plus de 30 spectacles se sont étendus à travers l'Amérique du Nord et l'Europe et les règles des billets étaient strictes. Seulement 2 billets par personne. Vous aviez besoin d'une pièce d'identité avec photo correspondant au nom sur le billet. Sinon, vous ne pouviez pas entrer. Pas de remboursement, pas de revendeur. Ses fils l'ont rejoint sur scène. Casey à la batterie et Sullivan à la clarinette et au conga. À leur côté se trouvaient des musiciens chevronnés comme Vincent Henry, Omar Torres, Patrick Warren et Seth Ford Young. Chaque détail a été documenté pour un album live sorti en 2009. Ils ont joué dans des lieux importants comme le Fox Theatre à Atlanta, le Phoenix Park à Dublin et le Grand Rex à Paris. Mais en coulisses, cela a eu des conséquences. Tom avait 58 ans et les soirées de spectacle ont commencé à l'épuiser. En octobre 2011, à l'âge de 61 ans,
Tom Waits a de nouveau surpris tout le monde avec Bad As Me. Cet album avait quelque chose de rare, une force totale de légendes invitées. Keith Richards a joué de la guitare. Flea des Red Hot Chili Peppers a joué de la basse. O.G. Myers a apporté ses claviers légendaires. Son fils Casey est revenu à la batterie. Les amis de longue date de Waits, Mark Ribot et David Hidalgo, sont également revenus. Lorsque l'album est sorti, il a grimpé à la 6e place du Billboard 200. C'était son premier album du top 10 aux États-Unis. Chunk, 12. Il a même obtenu une nomination aux Grammy Awards pour le meilleur album de musique alternative. Les critiques étaient stupéfaits. L'un d'eux a déclaré que Tom était une merveille américaine, intelligent et primal, rauque et méticuleux, sombre et comique à la fois. Le New York Times a noté comment les musiciens indie rock étudiaient le chemin qu'il avait tracé pour lui-même. Cet album a également marqué son retour chez Warner Music après plus de 3 décennies d'absence. Mais la route avait été difficile. En 1983, lorsque sa fille Kelly Simone est née, Tom était plongé dans le chaos. Il faisait la promotion de Swordfish Trombones, vivant sur la route comme un artiste errant. Il disparaissait souvent pendant des semaines, tandis que Kathleen Brennan restait à la maison, élevant seule leur bébé. La tension a failli mettre fin à leur mariage. Brennan lui a donné plusieurs ultimatums, dont il a ignoré la plupart. Leur maison dans le comté de Sonoma est devenue un lieu de silence froid et de moments manqués. Tom a admis plus tard qu'il s'était perdu dans sa propre image torturée, plus concentré à être un génie fou qu'un père. En 1985, Brennan avait menacé de divorcer plus d'une fois. Puis, les choses ont empiré. À la fin des années 1980, sa consommation d'alcool était devenue incontrôlable. Il y avait des bagarres de bar, des affaires, des mensonges. Brennan en a finalement eu assez en 1990. Elle a trouvé des preuves des affaires et lui a remis les papiers du divorce, ainsi qu'un choix. Devenir sobre, suivre une thérapie, rejoindre les alcooliques anonymes ou tout perdre. Tom a qualifié ce moment d'abîme. Il a choisi d'en sortir. En quelques semaines, il était aux AA. Il a commencé une thérapie familiale hebdomadaire à Sonoma. Il a rechuté 2 fois en 1991, mais plus jamais. Sa sobriété a sauvé non seulement son mariage, mais aussi sa vie. Les gens autour de lui ont vu le changement. Il n'était plus le fantôme de sa propre histoire. Son fils, Casey, né en 1945, l'a suivi dans la musique, mais a porté un lourd fardeau. À 21 ans, Casey était un batteur talentueux. Chunk, 13. Il a joué sur Bad As Me, obtenant une reconnaissance au niveau des Grammy Awards. Mais pendant la tournée de 2006, Casey a craqué. Vivre dans l'ombre énorme de son père l'a écrasé. Le public s'attendait à ce qu'il soit une version plus jeune de Tom, et cela a déclenché une grave anxiété. En 2007, il a cessé de parler à son père pendant 8 mois. Des initiés ont déclaré que Casey se sentait tiraillé entre honorer l'héritage de son père et se tailler sa propre identité. La guérison n'a commencé que lorsque Tom a reconnu publiquement le talent de Casey et lui a donné de l'espace. Depuis lors, Casey a travaillé avec des groupes indies et utilise même des noms de scène pour éviter d'être trop étroitement lié à son père. Le plus jeune, Sullivan, né en 1993, a emprunté une voie différente. Il est devenu producteur de musique. Il a étudié au Berklee College of Music et a ensuite rejoint Epitaph Records à Los Angeles. Il ne voulait pas les projecteurs. Il préférait travailler en coulisses, créer des sons, pas la gloire. La vie de la famille dans le comté de Sonoma est fortement gardée. Ils vivent sur 40 acres avec une sécurité privée et des panneaux d'interdiction d'entrée. Sullivan change même son numéro de téléphone tous les quelques mois et utilise des alias dans les affaires pour rester caché. Il n'a jamais parlé publiquement de son père. Depuis le début des années 1990, Tom Waits est devenu presque invisible par choix. Après avoir déménagé dans le comté de Sonoma, il a commencé à refuser les interviews.
Depuis 1999, il en a accordé moins d'une douzaine au total. Il intente toujours des poursuites lorsque son image ou sa voix est utilisée sans autorisation. Sa maison de 40 acres, achetée pour environ 750 000 en 1992, comprend un studio privé appelé Prairie Sun. Il filtre ses appels à travers des couches de répondeurs. Il quitte rarement les lieux, sauf pour les comparutions devant le tribunal. Cet isolement profond n'a fait qu'ajouter à son mystère. Certains fans campent encore devant sa maison, espérant apercevoir l'homme qu'ils n'ont connu qu'à travers le son. En 2022, il a refait surface avec quelque chose d'inattendu, une reprise de Bella Ciao, l'hymne antifasciste italien. Il l'a ralenti à un rythme lugubre, a publié une vidéo remplie d'images de protestations anti-Trump et a donné tout l'argent au projet Indivisible. C'était sa première nouvelle chanson en 2 ans. À peu près au même moment, son agent, Paul Charles, a révélé dans son autobiographie que Tom avait recommencé à écrire. Chunk, car ça sonne 14. Il avait même enregistré de nouvelles chansons, mais a été ramené dans le monde du cinéma. Pourtant, tout le monde espère. Le dernier album complet date de 2011 et l'attente est longue. Lorsqu'il a eu 75 ans le 7 décembre. 2024, les fans ne pouvaient pas croire à quel point il était encore vif. Les hommages ont afflué, le qualifiant d'intemporel. Sa voix, ce rugissement graveleux autrefois décrit comme Louis Armstrong rencontrant Ethel Merman en enfer, n'a pas changé. Un article satirique plaisantait en disant que s'il s'éclaircissait un jour la gorge, il révélerait un magnifique falsetto. Son récent rôle d'acteur dans Licorice Pizza de Paul Thomas Anderson en 2021 a prouvé qu'il avait toujours une présence à l'écran. Il a joué Rex Blow, plus grand que nature, et le film a obtenu 3 nominations aux Oscars, dont celle du meilleur film.